Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale École d'ingénieurs en Afrique, notre dossier du jour sera consacré aux nouvelles tendances des écoles d'ingénieurs en Côte d'Ivoire. Au sommaire également, crise politique et dialogue de sourds entre pouvoir et opposition au Burundi. Pour sortir de l'impasse, le médiateur Benjamin Nkapa a estimé dimanche urgent de convoquer un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est afin d'étudier les obstacles au processus de paix. Et puis Daniel Ondo, nouveau président de la commission de la CEMAC, l'une des résolutions issues de la 13e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement membres de la CEMAC tenue en Guinée équatoriale le 17 février. Et c'est donc le remplacement du Congolais Pierre Moussa de l'instance sous-régionale par l'ex-ministre gabonais. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue à Kofi Zoukbédé, économiste et statisticien. Bienvenue également à Jean-Paul Auro, qui est journaliste. Et enfin, bienvenue à notre éditorialiste Djemal Taleb. Merci et bonsoir à ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'info du jour. Crise burundaise. Le médiateur Benjamin Nkapa a annoncé dimanche 19 février son intention de s'en remettre à la communauté des États d'Afrique de l'Est pour sortir de l'impasse. L'annonce de l'ancien président tanzanien survient à l'issue de 4 jours de consultations stériles entre les parties à la crise burundaise. Ces discussions, rappelons-le, ont eu lieu à Arusha dans le nord de la Tanzanie en l'absence du gouvernement burundais qui a décidé de les boycotter. Les précisions de Birama Saounera. Au Burundi, la crise politique et le dialogue des sourds entre le pouvoir et l'opposition se poursuit. Les pourparlers entre les différents protagonistes tenus du 16 au 20 février à Arusha, en Tanzanie, n'ont abouti à aucun résultat. Ces 4 jours de consultations ont d'ailleurs eu lieu en l'absence du gouvernement burundais qui a décidé de les boycotter. Ainsi, pour le médiateur de la crise burundaise, il est plus que nécessaire de convoquer en urgence un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est afin de sortir de l'impasse. Tout préalable en fait à une bonne négociation est un bon équilibre de rapport de force. Or, ce rapport de force est complètement déséquilibré en faveur du gouvernement. La seule force qui pouvait aider le Burundi à entrer dans un processus digne de son nom, c'est une force extérieure, notamment la communauté africaine à qui il a été confié de mener le processus. Au Burundi, les positions du gouvernement et de l'opposition semblent irréconciliables. Pour plusieurs observateurs, le pouvoir ne veut parler que des élections de 2020 et du rapatriement du dialogue à Bujumbura. De l'autre côté, l'opposition demande un gouvernement de transition avec le départ du président Pierre Nkurunziza. La difficulté, c'est qu'il y a véritablement un déséquilibre de rapport de force qui fait que le gouvernement ne peut accepter de faire aucune concession à une opposition qui est éclatée, qui est divisée, donc par conséquent extrêmement faible. C'est une pression qui peut aboutir même à un certain nombre de sanctions, y compris économiques, qui peuvent être ciblées. Donc là, ça permettrait d'équilibrer plus ou moins le rapport de force et amener le pouvoir actuel à s'asseoir avec sincérité et de manière inclusive autour de la table de négociation. En rappel, le Burundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce de la candidature en avril 2015 de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat que ses opposants jugent inconstitutionnel. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé près de 400 000 personnes à fuir le pays. Toutefois, le médiateur dans la crise burundaise reste optimiste. Pour lui, un accord de paix définitif de sortie des crises au Burundi pourrait être trouvé au plus tard en fin juin 2017. Djemal, on le voit, il paraît quasi impossible de contraindre le gouvernement de Pierre Nkurunziza de négocier avec le Sénaret, l'opposition dite radicale. Dans un tel contexte, comment finalement parler de résolution de crise quand on n'arrive pas à rassembler toutes ces parties prenantes au conflit? Nous n'avons pas le choix. C'est d'abord une crise électorale, il ne faut pas l'oublier. Ça a commencé par une crise électorale. Et de crise électorale, on a une crise politique, humanitaire et des crimes à répétition. On peut gloser toute la journée sur l'idée de savoir est-ce qu'il avait le droit de se représenter ou pas. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il en avait le droit. C'est un autre débat. Mais le pouvoir burundais est un pouvoir autiste. Le président Nkurunziza n'a visiblement aucun intérêt
pour la pérennité, la sauvegarde de son pays. Même si je pense qu'il n'avait pas totalement tort dans l'interprétation, en tout cas je fais celle-là moi-même, je pense qu'il a tort dans la gestion de la crise plus tard. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation bloquée, que faire? Je fais partie de ceux qui pensent qu'il aurait fallu laisser Nkurunziza aller son mandat jusqu'à 2020 et que tout ça ne vaut pas tout ça et qu'en 2020, il aurait été contraint sans aucun doute de partir. Puisque nous ne sommes pas capables de le faire, personne n'a été capable de le faire. On a tenté un coup d'État militaire par le général Yombaré qui s'est enfui. On n'a pas été capable d'aller au-delà. Les négociations et les intermédiations à répétition sont venues, elles sont parties, elles n'en sont pas capables. Voilà le président de Tanzanie, l'ancien président de Tanzanie qui aujourd'hui échoue. Il faut quand même bien trouver une solution. Alors la solution, on va la voir. Elle ne peut pas être militaire. Aucun pays voisin ne va, et Dieu merci, encore une fois. Si les discussions ne sont pas mises sur la table, je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Aucun pays voisin et aucune organisation voisine ne va aller rentrer militairement dans ce pays pour déposer son président et installer à notre place. Et de toute façon, ce n'est pas souhaitable. La solution, c'est ce que dit l'ancien président de Tanzanie. Il va falloir définitivement regrouper tout le monde autour d'une table, trouver une solution. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ça ne fonctionne pas visiblement. Oui, ça n'a pas fonctionné. Au bout d'un moment, on change de stratégie. Non, pas du tout. Vous n'en avez pas deux. Il n'y a pas de plan B ni de plan C. Il n'y a qu'un seul plan. C'est soit vous êtes capable, évidemment, le plan B, C, Y, vous allez jusqu'au bout, hein, si vous voulez. Vous êtes capable de prendre une armée, de réussir un coup d'État militaire, de demander aux pays voisins de venir se coaliser pour qu'une crise électorale soit réglée par les armes. Je ne le souhaite pas et je pense d'ailleurs de toute façon que ce n'est le souhait de personne. Donc nous n'avons d'autre choix que, encore une fois, de l'amener à négocier. L'amener à négocier veut dire quoi? Veut dire encore une fois le laisser au pouvoir jusqu'en 2020, partager avec lui pour que finalement ce qu'on aurait pu faire il y a 1 an et demi, on le fait au demain. C'est triste. Monsieur Auro, quelles concessions peut-on imaginer du côté notamment du pouvoir burundais et ensuite du côté de l'opposition? Je partage une bonne partie de l'analyse de Jamal qui disait tout à l'heure qu'on imagine toutes les négociations échouent parce qu'au bout de la négociation, on imagine un Burundi sans Pierre Nkurunziza. C'est ça le problème. Lui, il estime qu'il est tout à fait légitime d'être président. Donc on ne peut pas imaginer une solution négociée sans lui au terme de cette solution négociée. Donc c'est ça, en fait, à mon sens, qui pêche dans l'histoire. Il faut imaginer aujourd'hui un Nkurunziza qui va au terme de son mandat jusqu'à 2020, certainement espérer l'intégration, l'inclusion de l'opposition dans le gouvernement, comme on aime le faire en Afrique, dans le partage du pouvoir. Certainement qu'on y parviendra. Mais imaginez que le Burundi va aller jusqu'en 2020 sans Pierre Nkurunziza, je pense que ça va être difficile. Et comme il a dit, ne pensons pas à un autre plan B. Cette stratégie en Afrique n'a jamais rien porté de bon. Ça détruit les pays. Imaginez une armée, monter des armées pour aller destruire. Il faut qu'on sorte de cette logique-là et penser uniquement à la solution, négocier le dialogue. Mais les négociations, justement, elles vont se poursuivre et éventuellement avec un sommet est-africain. Est-ce que, monsieur Zougbédé, vous pensez qu'un autre sommet organisé éventuellement avec les deux parties pourrait résoudre cette crise burundaise? Je pense que la situation est assez compliquée actuellement au Burundi. Au début de la crise, je crois que l'Union africaine avait beaucoup insisté sur le fait que les accords d'Arusha auraient dû être respectés et que M. Nkurunziza n'aurait pas dû se représenter. Mais finalement, il s'est maintenu au pouvoir et la situation s'est vraiment durcie. Mais aujourd'hui, il est clair que une intervention militaire serait vraiment irresponsable parce que par le passé, elles ont montré, elles, toutes leurs limites et il faudrait, je pense, continuer sur la voie du dialogue. Je pense que vers la fin du sujet, le médiateur l'a dit qu'il fallait rester optimiste et rester optimiste, c'est-à-dire poursuivre encore les négociations. C'est clair que quand les rapports de force penchent le plus vers un camp, c'est quand même plus compliqué de concilier toutes les parties. Mais je crois que nos organisations sous-régionales et régionales doivent quand même se mobiliser pour amener toutes les parties au dialogue et essayer jusqu'à ce que ça marche. Mais c'est clair qu'on ne peut pas continuer comme ça. Djemal, on le voit, il y a eu 2 médiateurs. Tout à l'heure, on parlait de ces médiateurs et de leur rôle. 2 médiateurs ont déjà échoué. Est-ce que le président Benjamin Mkapa peut faire la différence cette fois? Non, il dit lui-même, ce que j'ai fait là n'a pas marché, mais il ne ferme pas la porte. Et il continue à dire probablement que d'ici juin, je vais avoir une autre solution. Parce qu'encore une fois, il n'est pas autiste, lui, contrairement au président Nkurunziza. Lui, il pense que la seule solution possible et imaginable, c'est de se mettre autour de la table et trouver une solution. Le Burundi le vaut, et de toute façon, toutes ces vies humaines déjà perdues, et qui vont probablement être perdues d'ici là, est-ce que ça vaut le coup? Et pardon, on a l'obligation, et vous avez raison, monsieur, de dire tout ça pour ça. Pardon. Il y a 1 an, sur ce plateau, nous avons discuté de la crise électorale. Je ne dis pas que mon interprétation est bonne, elle est celle-là. Il fallait, de toute façon, continuer à avoir une interprétation des textes de droit, de textes de loi, et considérer que les accords d'Arusha de l'époque étaient-ils constitutifs d'une constitution, elle lui donne 1 ou 2 mandats. C'est une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut.
Pardon, est-ce que ce qui s'est passé après vaut bien la peine? Moi, je suis prêt à donner à Nkurunziza un deuxième mandat, probablement un troisième mandat, pour peu que le Burundi ne tombe pas dans un génocide et d'une guerre civile. Excusez-moi, on dit ça facilement sur un plateau de télé. Quand on a son père, son frère, sa famille, ses cousins et tous ceux au Burundi qui vont mourir, on rigole moins. Et c'est toute la situation. Là, et je rejoins monsieur, nous allons avoir sans doute la situation telle qu'elle est. Nkurunziza va probablement se maintenir, à moins d'un coup d'État militaire, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il va probablement se maintenir jusqu'en 2020. Il aurait été, de mon point de vue, beaucoup plus logique de la part de l'opposition et de tout le monde de se mettre avec lui autour d'une table, de partager le pouvoir, de se faire un gouvernement de transition ou d'union nationale, appelons-le comme on veut, et on arrive aux élections de 2020 mais avec probablement... Le pouvoir avec qui quand on voit que la CNRS ne veut même pas revenir dans le pays et discuter? Non, parce que dès le départ, on n'a même pas voulu discuter avec lui. On n'a même pas voulu. On lui a dit. On n'imagine même pas Nkurunziza à la tête encore du pouvoir. C'est ça le problème. Ici, il aurait fallu négocier avec lui dès le départ. Négocier avec lui. Pardon, vous ne pouvez pas vous négocier seul. Vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas les armées, vous n'avez pas le ministère de l'Intérieur, vous n'avez pas la puissance police militaire qu'elle lui possède. Il va falloir, soit vous avez une armée, vous la renversez, soit vous demandez aux pays voisins de la renverser. Tous ces scénarios-là n'ont pas de sens. Mais il va falloir se poser avec lui sur une table et négocier. Pardon, le Burundi et la vie des Burundais vaut tout ça. Je précise que je n'ai pas une grande idée du président Nkurunziza, c'est pas la question. La question, c'est que le Burundi passe avant les quelques opposants et avant Nkurunziza. C'est pour moi beaucoup plus important. La vie des Burundais, pardon, commençons sur le continent africain à penser un peu à la vie des gens. On va à présent parler des résolutions qui ont été prises à l'issue des travaux de la 13e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement, membres de la CEMAC. Ça s'est tenu en Guinée équatoriale ce 17 février, avec d'abord la présidence en exercice de la CEMAC qui revient au président tchadien Idriss Déby Itno en remplacement du président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Et puis absent de la scène politique depuis son éviction de la primature gabonaise en septembre 2016, Daniel Ona-Ondo vient de rebondir à la présidence de la commission de l'Union monétaire sous-régionale. Celui qui a dirigé le gouvernement gabonais du premier mandat d'Ali Bongo accède donc à ce poste prestigieux pour les 5 prochaines années. Il devra notamment faire aboutir les chantiers toujours en cours liés au renforcement de l'intégration sous-régionale de cette zone. Alors, Monsieur Oro, je vais vous demander tout simplement, Daniel Ona-Ondo qui prend la tête de la commission économique et monétaire de l'Afrique centrale. Pourquoi ce choix, d'après vous? Ce soir, certainement, je crois qu'il revient, si je ne m'abuse. Je crois qu'il revient, il y était, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est lié certainement à certains accords politiques au niveau de la CEMAC. Mais la CEMAC même a un véritable problème qu'il faudrait qu'ils arrivent à régler, la libre circulation des personnes et des biens. Bon, je pense que quand ils réussiront cela, à l'instar de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest, je pense que la CEMAC sera véritablement une sous-région qui sera économiquement viable. Parce que quand on voit d'un autre côté la Guinée équatoriale qui demande des visas aux Camerounais, aux Gabonais pour entrer, quand on voit le Gabon qui est un peu plus rigide par rapport aux non-Gabonais dans la même région, donc tout ça pose problème. S'ils arrivent à régler tous ces petits détails qui sont des questions, moi, à mon sens, politiques, je pense que cette sous-région est capable de faire des choses fortes au plan économique. Des détails visiblement importants puisque ça bloque, notamment au niveau de cette libre circulation des biens et des personnes. Monsieur Zoukbédé, est-ce que vous pensez que Daniel Ona-Ondo a les moyens de concrétiser cette libre circulation des biens et des personnes tant souhaitée dans cette zone? Je pense que la libre circulation des biens et des personnes, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est un processus dynamique qui se réalise dans le temps. Alors sa nomination, forcément, étant donné que c'est un poste politique, forcément c'est le résultat de fruits de négociations, de discussions avec les différents chefs d'État. Maintenant, est-ce qu'il aura les moyens de sa politique? On pourrait en dire autant de ses prédécesseurs qui n'ont pas réussi. Parce que l'intégration régionale, ce n'est pas aussi simple parce que ça suppose aussi quelque part l'abandon un peu de la souveraineté. Vous avez la circulation des biens et des personnes. Ça suppose aussi la levée des barrières douanières qui réduisent parfois les recettes budgétaires au niveau des États. Donc c'est beaucoup de challenges auxquels les pays font face et parfois jouent un double jeu. Ensuite, l'intégration régionale, ça demande même beaucoup de moyens sur le terrain en termes de personnel, d'effectifs au niveau des frontières pour pouvoir faire appliquer véritablement les lois. Et contrairement à ce que vous disiez au niveau de l'UEMOA, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés, mais sur le terrain, par exemple, ce n'est pas encore effectif. Et à ce sujet, on a beaucoup de travail à faire.
Djemal, quand on voit que ça fait plusieurs années qu'on parle de cette sous-région de la CEMAC qui peine un petit peu à se concrétiser, on a vu que le Cameroun, le Tchad, le Congo et la République centrafricaine observaient un petit peu plus ou moins ce principe. Il y avait deux pays, à savoir le Gabon et la Guinée équatoriale, qui étaient beaucoup plus réticents, qui aujourd'hui ont promis son application. Est-ce que d'après vous, ils vont le faire ? Ah, ils vont le faire. Je ne suis malheureusement pas Madame Soleil et pas capable de savoir ce qu'ils vont faire. Ce que je m'en tiens à ce qu'ils disent, à ce qu'ils ont fait par le passé. Ce qu'ils ont fait par le passé n'est pas brillant. Ce qu'ils vont faire demain est probablement meilleur. Je n'en sais rien. Toujours est-il, c'est que Daniel Ona-Ondo est un homme respectable. C'est pas lui, et évitons le pauvre de lui mettre sur les épaules, c'est des choses qu'il n'est pas capable de faire. La libre circulation des personnes et des biens, c'est d'abord la volonté des États. C'est une région riche. Moi, de mon désert mauritanien, je les regarde et je me dis, quelle chance ils ont, tous ces gens-là. Ils sont riches. Quand vous plantez quoi que ce soit, tout sort. Tout sort de terre sans problème, et je ne parle même pas des matières premières. Pourtant, c'est une région qui ne marche pas très bien. Ça veut dire qu'il y a un problème. On n'est déjà pas capable de circuler d'un pays à un autre aussi facilement. Et le Gabon, donc pays de M. Ona-Ondo, n'est pas un bon élève. C'est-à-dire que c'est probablement l'un des pays d'Afrique où il est plus difficile de rentrer. Vous pouvez rentrer partout, enfin partout, en tout cas dans beaucoup de pays sans visa. Lui, même pour avoir le visa, c'est compliqué. Donc il a des leçons déjà, le pauvre, à avoir dans son propre pays. Pour le reste, je pense moi qu'il y a les vrais problèmes qu'il faut poser. Des problèmes de gouvernance, des problèmes de libre circulation, évidemment, vous avez raison, des problèmes de franc CFA, le problème des freins au développement. Je pense que ce sont là des défis majeurs qui vont se poser à la CEMAC, auxquels, encore une fois, le pauvre président n'est naturellement pas capable d'apporter à lui seul toutes les solutions. Il peut impulser. Vous avez raison, vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Il est capable d'impulser, il est même capable, plus que d'impulser, de donner un vrai cap et une vraie orientation. Mais s'il n'a pas la volonté des États derrière, il reste après tout un fonctionnaire choisi par les États pour mettre en musique leur politique et appliquer les traités qu'ils ont signés entre eux. D'abord. Après, est-ce qu'il est capable, vous voulez dire, de donner impulsion pour améliorer les traités? Très probablement. Enfin, il y a des choses auxquelles il ne peut pas toucher, le franc CFA, la libre circulation des personnes et des biens, les choix des politiques monétaires. C'est très compliqué ça pour lui et il n'a déjà, de par les traités, même pas les compétences pour le faire. C'est une région qui, ce problème-là se pose là. Il se propose dans notre région, nous, ouest-africaine, il se pose au-delà. Et vous êtes ivoirien, je ne vous apprends rien. Si vous nous enlevez la Côte d'Ivoire, il ne reste pas grand-chose. Donc, il y a de vrais sujets qui se posent. Elle ne repose pas, encore une fois, sur les épaules de notre ami Daniel Ona-Ondo, qui est un homme respectable. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.